Le témoin silencieux, un rasoir de sûreté. Une pièce d'acier froid, standard, dénuée de toute distinction, posée sur le rebord d'un lavabo en porcelaine dans une chambre de la Craig House. Ce n'est pas l'objet d'un aristocrate, c'est l'outil d'une fin programmée. Le silence dans les couloirs de la Craig House, à Beacon, n'est pas celui de la paix, c'est celui de l'effacement. En ce matin du 14 avril 1950, l'air du printemps dans la vallée de l'Hudson porte une odeur de décomposition morale. Frances Ford Seymour ne s'est pas simplement donné la mort. Elle a été poussée dans l'abîme par un homme qui a transformé le droit matrimonial en instrument de torture et la psychiatrie en cellule d'exécution. Henry Fonda n'était pas un mari en crise, c'était un ingénieur du vide. Pendant que Frances sentait le métal froid contre sa gorge, Henry, lui, répétait une pièce à New York. Le spectacle devait continuer, peu importe le prix en sang. Tout commence par une absence. Henry Fonda n'a pas eu le courage de regarder dans les yeux la femme qui, pendant 12 ans, avait porté son nom, géré son foyer et absorbé, en silence, le venin de ses infidélités chroniques. Il a délégué sa cruauté. Un envoyé, un bureaucrate anonyme, porteur d'une note qui agissait comme un scalpel. Alors que Frances était déjà enfermée derrière les murs de cette institution pour riches, on lui a signifié qu'elle n'était plus rien. Plus une épouse, plus une mère pour Jane, 12 ans, et Peter, 10 ans, plus une citoyenne libre. On lui a retiré son existence chirurgicalement, sans anesthésie, alors qu'elle était déjà sous surveillance. Frances Ford Seymour avait 42 ans. Elle n'était pas une parvenue. Elle était une Ford, une Seymour. Elle possédait son propre argent, sa propre lignée, une noblesse américaine qui aurait dû la rendre intouchable. Mais face à la froideur de marbre d'Henry Fonda, son héritage n'était qu'une parure inutile. Elle avait tout donné, sa jeunesse, sa discrétion face aux humiliations publiques et sa loyauté indéfectible. Henry a attendu qu'elle soit vulnérable, brisée par la découverte de sa liaison avec Suzanne Blanchard, pour frapper. Il ne cherchait pas un divorce, il cherchait une éradication. L'horreur réside dans la précision du calendrier. Henry avait jeté son dévolu sur Suzanne, une jeune femme de 22 ans, la belle-fille d'Oscar Hammerstein II, la moitié de l'âge de France, une chair plus fraîche pour un homme dont l'ego exigeait une dévotion constante. Lorsque Frances s'est effondrée sous le poids de cette trahison en 1949, Henry n'a pas vu une femme souffrante, il a vu une opportunité logistique. Il l'a fait interner. La Craig House n'était pas un refuge, c'était une décharge de luxe pour les familles encombrantes. 40 hectares de paysages parfaitement entretenus pour masquer le cri des âmes qu'on enterre vivantes. Avant de découvrir l'horreur absolue qui s'est déroulée derrière ces sourires de façade et l'hypocrisie de la haute société, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. La stratégie était parfaite. En faisant interner Frances, Henry l'a placée légalement en état de capacité diminuée. Elle ne pouvait pas se défendre, elle ne pouvait pas contester les termes du divorce, elle ne pouvait pas crier sa vérité au monde. Elle était isolée, étiquetée, neutralisée par le système médical. Ce n'est pas le récit d'une maladie mentale qui l'a emportée. C'est le récit d'un homme qui a utilisé les murs d'un asile comme un bouclier contre sa propre culpabilité. Craig House était complice. Son modèle économique reposait sur la discrétion offerte aux grandes fortunes pour faire disparaître les épouses gênantes sans le bruit d'un scandale public. Le 14 avril 1950, France a compris qu'aucun secours n'arriverait. Elle a regardé ce rasoir, cet objet laissé là comme une invitation macabre. Elle s'est tranché la gorge. Le sang des Seymour a coulé sur le carrelage d'une institution payée avec son propre argent. Elle est morte seule, alors que son mari respirait l'air de la Seine, déjà tourné vers sa prochaine vie, sa prochaine femme, son prochain acte. 8 mois plus tard, en décembre, Henry Fonda épousait Suzanne Blanchard. Il n'a pas perdu de temps. Le deuil est un luxe que les prédateurs ne s'embarrassent pas de porter. On vous a raconté que Frances était fragile. On vous a dit que c'était une tragédie inévitable. C'est un mensonge. Les tragédies arrivent aux gens par accident. Ici, il y a un auteur. Un homme qui a planifié chaque étape de cette descente aux enfers avec la précision d'un horloger. Ils ont compté sur le fait que vous oublieriez son nom. Ils ont compté sur le fait que le prestige de l'acteur effacerait le crime de l'homme. Le rasoir est resté là, témoin silencieux d'une lignée brisée. Frances Ford Seymour n'est pas morte d'une pathologie, elle a succombé à une ingénierie de la destruction. Ne les laissez pas l'effacer une seconde fois.
Dites son nom assez fort pour que les murs de la Craig House et le souvenir d'Henry Fonda ne puissent plus jamais l'étouffer. Elle n'était pas une patiente, elle était une proie. Et le chasseur, lui, a reçu les applaudissements du monde entier. France Ford Seymour ne manquait pas de perspicacité. Elle n'était pas une de ces épouses trophées dont on peut manipuler l'esprit avec quelques paroles mielleuses. C'était une femme d'une intelligence tranchante, nourrie de lectures exigeantes et d'une maîtrise parfaite des codes de la haute société. Elle avait dirigé des résidences multiples avec la précision d'un général, géré une fortune héritée dont Henry avait cruellement besoin et navigué dans les eaux infestées de requins d'Hollywood pendant plus d'une décennie. Elle connaissait le poids des silences et la signification des regards fuyants. Alors, quand cet avocat a franchi le seuil de la Craig House avec ses documents officiels, elle n'a pas eu besoin d'explication. Elle a compris, avec une clarté foudroyante, que le piège venait de se refermer. C'était le bruit définitif d'un verrou que l'on tourne de l'extérieur. Mais enfermée dans cette cage dorée, déjà étiquetée comme instable par le corps médical grassement payé par son mari, elle était désarmée. Sa capacité de riposte avait été méthodiquement annihilée avant même que le premier document ne soit rédigé. La mythologie des Fonda, soigneusement polie par les services de presse et les mémoires posthumes de l'acteur, a toujours dépeint France comme une femme à problème. Une âme en peine, difficile, dont la maladie était inscrite dans ses gènes et dont la fin tragique était une fatalité que personne, pas même le grand Henry, n'aurait pu empêcher. C'est la logique du bourreau dans sa forme la plus pure et la plus dégoûtante, prétendre que le dommage était déjà là, qu'il n'a fait que s'éloigner pour se protéger. Il se présentait en martyr de la patience. Mais les faits, dépouillés de leur vernis hollywoodien, racontent une histoire de prédation sociale. Ils s'étaient rencontrés en 1936 à bord du paquebot Île-de-France. À l'époque, Franz était une veuve riche, influente, dotée d'un carnet d'adresses qui valait de l'or. Elle était l'épouse idéale pour un acteur ambitieux dont la carrière décollait, mais qui manquait de cette légitimité aristocratique que seul l'argent ancien peut offrir. Elle lui a donné son nom, sa fortune et 2 enfants. Jane en 1937, puis Peter en 1940. Elle a honoré chaque ligne de ce contrat tacite et cruel. Elle gérait les propriétés de New York, de Californie et du Connecticut avec une élégance sans faille. Elle assistait à chaque première, chaque réception, chaque événement de l'industrie où sa présence servait de caution morale à Henry. Sur les photographies d'époque, elle sourit, radieuse sous ses perles, tandis qu'en privé, elle affrontait un homme d'une froideur polaire. Henry Fonda n'était pas un père, c'était une statue de glace, absent de la vie émotionnelle de ses enfants et chroniquement infidèle. Ses liaisons n'étaient même pas discrètes. France savait, elle respirait l'odeur des autres femmes sur ses costumes alors qu'elle préparait les réceptions pour sa gloire. C'était le prix à payer pour être Madame Henry Fonda, supporter l'humiliation, maintenir la façade, protéger l'image du héros américain pendant que le héros en question se perdait dans les lits de jeunes premières. Mais à la fin des années 1940, la machine s'est grippée. Quelque chose en elle s'était brisé sous le poids de cette endurance forcée. Une dépression clinique, profonde et dévorante, s'est installée. Pour une femme de son rang, admettre cette faiblesse était un aveu d'échec total. Elle a cherché de l'aide auprès des médecins de l'époque, subissant des traitements que nous qualifierions aujourd'hui de torture psychiatrique. Des chocs, des injections, des protocoles traumatisants qui ne firent qu'accentuer son sentiment d'isolement. Henry a observé cette dégradation non pas avec de la compassion, mais avec un calcul froid. Au lieu de soutenir la mère de ses enfants, il a choisi ce moment précis, celui de sa vulnérabilité absolue, pour l'envoyer à la Craig House et engager un avocat spécialisé en divorce. Il n'est jamais venu s'asseoir à son chevet. Il n'a pas attendu une quelconque amélioration. Il a agi avec la célérité d'un homme qui se débarrasse d'un meuble encombrant avant un déménagement. Le crime d'Henry Fonda ne s'est pas arrêté à la morgue de la Craig House. Il a continué dans la chambre de ses enfants, Jane et Peter, alors âgés de 12 et 10 ans. Il leur a menti avec le même talent qu'il utilisait devant les caméras. Il leur a dit que leur mère était morte d'une crise cardiaque, un décès propre, médical, sans coupable. Jane a appris la vérité, le suicide, le rasoir, l'asile, la procédure de divorce sauvage qu'en feuilletant un magazine de cinéma dans la chambre d'une amie d'école. Elle a lu l'horreur sur du papier glacé, découvrant que son père avait délibérément orchestré le silence autour de la tragédie. Il avait décidé que ses enfants n'avaient pas besoin de la vérité.
car la vérité aurait entaché son image d'homme intègre. Il a géré la mort de sa femme comme un problème logistique, une variable à effacer pour que le spectacle puisse continuer sans fausse note. Ce n'était pas un drame familial, c'était l'élimination méthodique d'une femme devenue inutile par un homme qui possédait toutes les armes. Les institutions, les avocats et le contrôle absolu du récit. L'histoire a retenu le nom de l'acteur. Il est temps qu'elle se souvienne du visage de la victime. Ce n'était pas une punition. C'était une politique. Pour comprendre comment Frances Ford Seymour a fini sa vie un rasoir à la main dans une chambre de la Craig House, il faut remonter à la genèse de son effacement. Elle est née le 28 juillet 1908 à Brockville, en Ontario, au sein d'une famille dont la caractéristique principale était une fortune si ancienne qu'elle n'avait plus besoin de se justifier par le travail ou le mérite. Elle était là, tout simplement, comme l'oxygène ou la gravité. Du côté des Ford, on trouvait des industriels américains dont les noms n'étaient pas seulement inscrits sur des chèques, mais gravés dans la pierre des édifices publics, sur les actes de fondation caritative et dans des documents de fiducie rédigés par des lignées d'avocats servant la famille depuis 3 générations. France n'a pas grandi dans des maisons aidées par des domestiques, elle a grandi dans des structures gérées par eux. La nuance est capitale. C'est le fondement psychologique d'une vie où le désordre n'a pas le droit de citer. Dans cet univers, le confort n'est pas un plaisir, c'est une condition de l'existence. L'inconfort, lui, est perçu comme une faute administrative impardonnable. France a appris très tôt que sa fonction n'était pas d'agir, mais de paraître. Sa profession était d'être présente, pas de ressentir. L'air de son enfance était saturé de l'odeur du spray de lin sur des rideaux fraîchement pressés et du parfum cireux des parquets de bois polis, dans des pièces toujours prêtes à recevoir une visite qui ne venait jamais vraiment. Le son de sa jeunesse était celui de pas feutrés maintenus à une distance respectueuse, un cuisinier s'activant 2 étages plus bas, une gouvernante glissant dans le couloir la nuit, un majordome manipulant l'argenterie avec la solennité d'un prêtre accomplissant un rite sacré. Tout ce labeur invisible servait un seul but, permettre à la famille de mettre en scène une grâce sans effort. Mais derrière cette perfection de façade, le foyer Ford Seymour était un désert thermique. Ce n'était pas chaleureux, c'était correct. Les dîners n'étaient pas des repas, c'étaient des performances scéniques. Dès qu'ils ont pu se tenir droit sur une chaise, les enfants ont compris que leur unique rôle était de démontrer le retour sur investissement de leur lignée. France a appris à être charmante à peu près au moment où elle a appris à lire. Et dans son monde, le charme était une compétence bien plus lucrative que l'érudition. On l'a envoyée à la Miss Porter School, à Farmington, dans le Connecticut. Dans les années 1920, cet établissement n'était pas une institution académique au sens noble du terme. C'était une usine de transformation. Les matières premières entraient sous forme de filles de l'establishment américain. Les produits finis sortaient sous forme d'épouses parfaites. Le véritable programme scolaire s'appelait l'ingénierie sociale. On y apprenait comment entrer dans une pièce, comment s'adresser aux hommes de pouvoir, comment décliner une invitation avec une telle élégance que le refus ressemblait à un honneur, et comment diriger une table de 24 convives sans sourciller. La consigne était simple, être exactement ce que la situation exigeait, ni plus, ni moins. Jamais 1 degré de trop. Pourtant, sous le vernis de Miss Porters, France cachait un esprit que l'école n'avait pas été conçue pour cultiver. Elle lisait avec une voracité presque dangereuse. Elle n'avait pas ce rapport décoratif avec les livres que l'on encourageait chez les jeunes filles de sa classe, elle engageait de véritables combats intellectuels avec ses lectures. Elle possédait cet humour tranchant, celui des gens qui voient trop clair. Elle percevait l'absurdité des conventions formelles et n'avait qu'un respect très limité pour l'obligation de prétendre qu'elle ne voyait rien. Dans le monde qu'elle occupait, ses qualités étaient des handicaps. Une femme qui analyse avec précision et qui exprime ses opinions est une femme que l'on ne peut pas gérer facilement. Et les familles de bon parti ne cherchaient pas la difficulté. Elles cherchaient la docilité. On a donc entrepris de réduire cet esprit à une étincelle acceptable. Les opinions de France furent rangées dans des contextes sûrs. Son intelligence fut canalisée vers l'unique exutoire autorisé, la gestion des apparences. Au moment de son début dans le monde, cette cérémonie barbare où l'on annonce publiquement qu'une fille de bonne famille est disponible sur le marché matrimonial, France était devenue une actrice accomplie du contentement. Elle portait les bons vêtements, se tenait de la bonne manière, elle était exactement ce que le marché exigeait. Calme, séduisante, riche de manière indépendante
et, surtout, maniable. Son premier mariage, en 1931, avec Georges Brocave, fut la conclusion logique de ce processus industriel. Brocave était un héritier mondain de 46 ans. Elle en avait 22. Dans l'arithmétique sociale de l'époque, c'était une équation parfaite. Un homme d'âge mûr aux moyens établis, une jeune femme d'une lignée irréprochable. Mais ce que personne ne vit, ou ce que tout le monde choisit d'ignorer, c'est que Georges Brocave n'était que le premier chapitre d'une longue série de transactions où Franz Ford Seymour serait la monnaie d'échange jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dépenser. Georges Brocave n'était pas un mari, c'était une épreuve de patience liquide. Il buvait avec l'engagement systématique d'un homme qui avait fait de l'éthanol sa seule véritable patrie. Le mariage fut un naufrage immédiat, une lente agonie dans l'odeur de guine et de tabac froid, mais Frances a géré cette dérive avec la discrétion chirurgicale que son monde exigeait. Pas de cris, pas de scène. Le divorce fut un murmure étouffé par le luxe. Elle a gardé les enfants, elle a gardé la face, et elle a surtout absorbé cet échec comme si c'était sa propre faute. Son éducation avait été si parfaite qu'elle ne savait pas blâmer les autres pour leur médiocrité. Elle avait intégré la leçon fondamentale de l'aristocratie industrielle. L'intérieur d'une vie est immatériel. Seul compte la structure extérieure. On protège la façade, même si les fondations sont mangées par les termites. France était ce que les banquiers appellent un actif de grande valeur. Un objet préparé à grands frais, sur des décennies, pour servir les intérêts de ceux qui savent l'utiliser. Sa fille Jane dira plus tard qu'elle était une femme d'une capacité immense, mais une capacité qui n'avait d'autre issue que le service. Un actif n'a pas d'ambition propre. Un actif se déploie. Henry Fonda a croisé cet actif en 1936 et il a immédiatement identifié la proie parfaite. Il a vu une femme assez belle pour être exposée sous les projecteurs, assez riche pour asseoir sa crédibilité sociale et assez dressée pour supporter les pans les plus obscurs de sa personnalité. Il a choisi Frances comme on choisit une pièce d'horlogerie fine, pour sa précision et son silence. Elle, façonnée pour croire qu'être choisie par l'homme providentiel était l'aboutissement d'une existence réussie, a accepté de devenir le moteur de sa gloire. Henry n'a pas eu besoin de construire la cage. Il s'est contenté de vérifier que les barreaux étaient bien polis avant de verrouiller la porte derrière lui. Mais quelque chose a cédé dans la mécanique de Frances après la Seconde Guerre mondiale. La fracture est devenue visible vers 1947. Henry était revenu de la Navy non pas changé, mais simplement plus présent dans son absence. Il était devenu une ombre habitant ses propres manoirs, plus froid, plus préoccupé, plus distant que jamais. Pendant les années de guerre, France avait maintenu l'Empire seul. Elle avait géré les propriétés du Connecticut et de Californie, pris des milliers de décisions quotidiennes, élevé Jane et Peter sans une plainte, tout en performant cette compétence sans effort qui est la signature des femmes de sa classe. Elle faisait tourner le monde pour qu'Henry puisse rester enfermé dans le sien, dans son propre crâne, même quand il était physiquement présent à table. Les infidélités ne la surprenaient plus. Elle faisait partie du contrat de mariage de Madame Henry Fonda. Le pacte était simple et cruel. Je serai infidèle, tu seras patiente, et l'image du héros américain restera intacte. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'arrivée de Suzanne Blanchard. La cruauté ici n'est pas seulement sexuelle, elle est structurelle. Suzanne avait 21 ans. Elle était la belle-fille d'Oscar Hammerstein II, l'homme qui régnait alors sur la culture américaine avec Oklahoma et South Pacific. Elle représentait le sommet du prestige, le sang bleu de Broadway. Elle était à peine plus âgée que Jane Fonda, la propre fille d'Henry. Laissez cela s'imprégner dans votre esprit. Henry Fonda poursuivait une enfant qui aurait pu être sa fille, et il ne le faisait pas avec la discrétion d'un homme qui gère une passade. Il voulait un remplacement total. En 1949, il a décidé de signifier à Frances que son temps était écoulé. Il n'y a pas eu de confrontation passionnée. Il n'y a pas eu de larmes versées devant un feu de cheminée. Henry a posé sa décision sur la table comme on dépose un bilan financier négatif. Il a informé son épouse qu'il mettait fin au contrat. France n'était plus l'actif dont il avait besoin pour monter l'escalier social. Elle était devenue le poids qui l'empêchait de s'envoler vers les bras de la jeunesse et du pouvoir d'Hammerstein. En lui annonçant son intention de l'abandonner pour une fille de 21 ans, il ne rompait pas seulement un mariage. Il détruisait la seule fonction pour laquelle elle avait été entraînée depuis sa naissance. Il lui enlevait son utilité. Et dans le monde de France,
une chose inutile, n'a plus aucune raison de respirer. Elle a compris à cet instant que la cage n'était pas un refuge, mais un cercueil que son mari venait de clouer. Chaque mot d'Henry ce jour-là agissait comme une condamnation à mort, prononcée avec le calme terrifiant d'un homme qui pense déjà à sa prochaine répétition. Pendant un bref instant, un instant d'une lucidité terrifiante, Frances a cessé de jouer la comédie. La statue de marbre s'est brisée pour laisser place à une femme de chair et de sang. Elle a rendu les coups. Elle a crié. Pour la première fois en 12 ans, elle a mis des mots sur ce qu'avait été ce simulacre de mariage. Elle a jeté à la figure d'Henry les absences prolongées, cette froideur qui brûle comme la glace, les maîtresses qu'elle avait dû ignorer pour ne pas froisser son prestige. Elle a dénoncé ce mépris systématique qui l'avait réduite à une simple intendante de maison, une gardienne de musée pour sa gloire personnelle. Elle a tout nommé. À ce moment précis, elle n'avait plus rien à protéger. Le contrat était déjà rompu par celui-là même qui l'avait imposé. La scène dut être d'une violence inouïe, non pas par les gestes, mais par la vérité brute qui s'en dégageait, une vérité accumulée pendant 4000 jours de silence forcé. Elle parlait sans calcul, sans cette gestion millimétrée de son image qu'on lui avait inculquée à Miss Porters. Elle était enfin elle-même, et c'est précisément ce qui allait la perdre. Henry Fonda est resté assis, immobile, drapé dans ce calme de prédateur qui a déjà calculé la trajectoire de sa proie. Il n'écoutait pas. Il attendait que le bruit s'arrête. Dans son esprit, le dossier était clos. L'avocat avait été consulté, Suzanne Blanchard avait reçu sa promesse, et le mécanisme de remplacement était déjà enclenché. Cette explosion de douleur ne changeait rien pour lui, si ce n'est qu'elle lui offrait le prétexte qu'il attendait. En étant enfin honnête, en laissant déborder sa souffrance, Frances lui donnait l'arme du crime. Une épouse qui s'effondre bruyamment, qui conteste l'ordre établi, est une épouse que l'on peut psychiatriser. Une femme qui perd son calme est, dans l'Amérique de 1950, une femme qui a besoin d'être enfermée. Sa détresse n'était pas le symptôme d'une pathologie. C'était la réaction logique à 12 ans de torture psychologique. Mais Henry a retourné cette réaction contre elle. Il a transformé son cri de secours en une preuve de démence. Elle a commencé à voir des psychiatres. On lui a administré les traitements à la mode de la fin des années 1940, ces remèdes qui ressemblent étrangement à des punitions. Ces protocoles ne cherchaient pas à guérir la cause, car la cause n'était pas un déséquilibre chimique. C'était un homme qui l'avait utilisé jusqu'à la corde avant de décider qu'elle n'était plus qu'un déchet encombrant. Au début de l'année 1950, comme elle ne montrait aucun signe d'amélioration. Et comment le pourrait-on quand le bourreau dirige la thérapie? Henry et ses médecins s'accordèrent sur la nécessité d'une hospitalisation. On choisit la Craig House, on lui présenta cela comme un repos, une mesure temporaire, une parenthèse avant de retrouver sa vie. Elle est entrée dans l'institution en mars 1950, pensant qu'on allait la soigner. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans l'antichambre de sa propre disparition. Henry Fonda n'a pas attendu. À peine les portes de la Craig House s'étaient-elles refermées sur Frances qu'il déposait la demande de divorce. La libération qu'elle avait entrevue en disant la vérité s'était retournée contre elle. Son honnêteté n'avait pas ouvert la cage, elle avait simplement fourni à Henry le ciseau pour graver son arrêt de mort social. Soyons précis sur la séquence des faits, car c'est ici que réside la brutalité du calcul. Henry a utilisé chaque outil légal, social et institutionnel à sa disposition. Ce n'est pas une tragédie, c'est une exécution administrative. En 1950, l'internement quasi volontaire d'une épouse était d'une facilité déconcertante pour un homme influent. Il suffisait de pointer du doigt ses larmes, sa colère, son incapacité à maintenir le masque de la stabilité pour que le système s'en empare. La psychiatrie de l'époque n'était pas l'alliée des patientes, elle était la complice des familles puissantes. Henry n'a pas eu besoin de fabriquer la détresse de Frances. Il l'avait patiemment cultivée pendant 12 ans. Il s'est contenté d'en désigner le résultat en disant « Voyez, elle est malade ». Craig House a coopéré, comme elle coopérait toujours. La survie de ces institutions de luxe dépendait de leur capacité à satisfaire les désirs des hommes riches qui payaient les factures. On ne demandait pas si la famille était la source de la souffrance. Cette question n'existait pas sur le formulaire d'admission. Une fois à l'intérieur, Frances était prise dans une machine infernale. Chaque mot qu'elle prononçait pour se défendre, chaque plainte contre son mari, chaque cri d'injustice était immédiatement traduit par les médecins comme une preuve supplémentaire de sa paranoïa et de son instabilité.
Elle était enfermée dans une boucle où sa propre défense devenait l'acte d'accusation définitif. Le rasoir de sûreté n'attendait que son heure sur le rebord du lavabo. Frances Ford Seymour a fini par comprendre la géométrie parfaite du piège. Elle était riche, elle était intelligente, elle était une Ford et une Seymour. Mais face à la volonté d'effacement d'un homme que le monde entier vénérait comme un symbole d'intégrité, elle n'était rien de plus qu'un dossier à classer. Henry Fonda n'a pas seulement tué son mariage, il a programmé l'oubli de celle qui l'avait portée vers les sommets. Elle est morte au matin du 14 avril, seule, dans le silence stérile de la Craig House, tandis que l'homme qui l'y avait conduite s'apprêtait à recevoir les hommages de Broadway. Ils ont pensé que le temps effacerait le sang sur le carrelage. Ils ont cru que la gloire de l'acteur suffirait à étouffer le cri de la victime. Mais les témoins silencieux finissent toujours par parler. Et aujourd'hui, le monde sait enfin que derrière le héros de l'écran se cachait un homme capable de transformer un asile en échafaud. Une réflexion demeure. Combien d'autres Français dorment encore sous le vernis des légendes? Ces paroles n'étaient plus des témoignages. Elles étaient devenues des symptômes. Dans l'enceinte stérile de la Craig House, chaque cri de justice de Franz était méthodiquement disséqué par des hommes en blouse blanche pour nourrir son dossier clinique. Son deuil, une dépression caractérisée, sa colère face à l'infidélité, une agitation maniaque, sa compréhension parfaite de la machination dont elle était la proie, une paranoïa délirante. Henry Fonda l'avait jetée dans une broyeuse psychologique où la vérité n'avait plus cours. Plus elle luttait pour prouver sa santé d'esprit, plus elle apportait de l'eau au moulin de ses geôliers. Il avait réussi l'exploit macabre de transformer le bon sens d'une femme trahie en un diagnostic d'aliénation. Et alors que la machine tournait à plein régime, il apportait l'estocade finale. Le calendrier de cette destruction est un chef-d'œuvre de cruauté administrative. En avril 1950, alors que France est isolée, vulnérable et dépouillée de tout recours légal, les papiers du divorce sont arrivés à l'asile. Henry n'a pas eu le courage de faire le voyage jusqu'à Beacon. Pas de face à face, pas de dernier adieu, pas de reconnaissance pour 12 années de vie commune. Il a envoyé un avocat, un mercenaire du droit chargé de lui signifier son congé, comme on congédie une domestique prise en faute. Mais le véritable scandale, le point de rupture de toute décence humaine, résidait dans le motif invoqué. Henry Fonda, l'idole de l'Amérique, poursuivait sa femme internée pour cruauté mentale. L'ironie est sanglante. L'homme qui l'avait enfermée l'accusait de lui avoir fait du mal. C'est le monde à l'envers, où le bourreau se plaint de la résistance de sa victime. Le règlement financier qui a suivi fut une parodie de justice. Comment une femme, déclarée mentalement instable, pourrait-elle négocier ses droits? Ses avocats se battaient dans un brouillard de préjugés, chaque réclamation de Frances étant filtrée par le récit de sa déchéance orchestrée par son mari. Pendant ce temps, Henry continuait d'incarner la vertu sur les écrans du monde entier. Il était Tom Joad, le défenseur des opprimés. Il était Abraham Lincoln, la boussole morale de la nation. Il gérait la liquidation de son épouse par procuration tout en préparant sa lune de miel avec une gamine de 22 ans. Cette double vie, cette fracture béante entre l'image publique et la réalité domestique, était le secret le mieux gardé d'Hollywood. Avant de découvrir comment l'élite américaine a choisi le silence complice plutôt que l'honneur d'une femme brisée, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. L'effacement social de Frances Ford Seymour fut aussi efficace que son internement médical. Hollywood se nourrit de récits et Henry Fonda était un excellent conteur. Le scénario qu'il a laissé circuler, avec la complicité de ses agents, était celui d'un homme sain, d'un mari dévoué, ayant lutté jusqu'au bout contre la maladie mentale d'une femme difficile. La folie est une excuse parfaite. Elle ne demande pas de coupable, elle appelle seulement la pitié pour ceux qui restent. Ses amis, celles qui connaissaient les coulisses glaciales du manoir Fonda, celles qui savaient le prix de chaque sourire forcé, se sont tues. En 1950, on ne défiait pas une institution comme Henry Fonda. Contredire sa version, c'était s'exclure du cercle des puissants, c'était risquer de voir sa propre réputation s'évaporer. Le silence est devenu la monnaie d'échange de leur confort. Même la famille de Frances, les Ford, les Seymour, ces gardiens du vieux capitalisme, ont préféré l'ombre à l'éclat du scandale. Dans leur monde, on ne fait pas de bruit autour d'une admission en psychiatrie. On gère cela dans le feutré des cabinets d'avocats, on étouffe les sanglots sous des tapis de prix. Défendre Frances trop bruyamment aurait signifié admettre qu'il y avait un problème à défendre. Ils ont choisi la gestion privée. Ce qui,
dans les faits, signifiait capituler devant les exigences d'Henry. Il possédait l'avantage institutionnel, il contrôlait le récit médical et il jouissait d'une aura de respectabilité que même le sang sur le rasoir ne parviendrait pas à ternir. La communauté théâtrale et l'establishment de Hollywood ont observé la scène avec une neutralité criminelle. Ils connaissaient les dates. Ils savaient que Frances était à Craig House. Ils ont vu Henry épouser Susan Blanchard seulement 8 mois après le suicide de sa femme. Personne n'a posé de questions. Aucun collègue n'a refusé de lui donner la réplique. Aucune table de dîner mondain n'est devenue froide à son passage. Sa légitimité sociale est restée intacte, protégée par le mythe de l'homme intègre. L'histoire de Frances a été reléguée au rang de sévérité que tout le monde connaît mais que personne ne prononce à voix haute. C'est ainsi que le système protège les siens, en transformant le crime en une simple note de bas de page dans la biographie d'un grand homme. Mais sous le vernis de la légende, l'écho de ce rasoir résonne encore comme un reproche éternel. La dimension la plus cruelle de ce châtiment n'était pas physique, elle était purement psychologique. Et pour en prendre la mesure, il faut s'immerger dans la psyché de Frances. Elle n'était pas confuse. Elle n'errait pas dans un brouillard mental ou une hébétude médicamenteuse. Tous les témoignages, bien que filtrés par ceux qui avaient tout intérêt à son silence, décrivent une femme d'une clarté de cristal, même à l'article de la mort. Cela signifie qu'au cours de ces dernières semaines à la Craig House, elle comprenait avec une précision chirurgicale ce qu'on lui infligeait. Elle voyait les rouages. Elle savait que le cadre institutionnel qui l'entourait avait été transformé en arme de guerre. Elle comprenait que les notes de ses médecins, ses réactions émotionnelles les plus légitimes, son deuil et sa fureur justifiée étaient transcrits dans un dossier médical conçu uniquement pour valider le récit d'un seul homme. Elle n'était plus une personne, elle était une preuve à charge contre elle-même. Elle savait aussi que ses enfants, Jane et Peter, étaient tenus dans l'ignorance la plus totale, nourris de mensonges sur son absence et sa localisation. Elle imaginait sans peine le monde social qu'elle avait dominé pendant 20 ans continuer sa rotation sans elle, son absence n'étant qu'un murmure vite étouffé, tandis que la réputation de son mari sortait de cette épreuve non seulement intacte, mais auréolée d'une noblesse factice. La nouvelle relation d'Henry avec Susan Blanchard était étincelante, jeune, branchée sur le nom le plus prestigieux du théâtre américain. La disparition de Frances dans les couloirs de Beacon rendait ce contraste encore plus net, plus cruel. Elle savait qu'elle n'avait plus de voix, plus d'accès à la presse, plus aucun levier pour contester l'inexorable. Cette intelligence même, cette lucidité qui lui permettait de tout décoder, était justement ce que les psychiatres notaient comme un signe de pathologie. Plus elle voyait clair, plus on la disait folle. Elle avait compris que si jamais elle sortait de là, elle ne serait que la première épouse malheureuse dans la biographie d'un grand homme, un personnage secondaire un peu brisé qu'il avait fallu écarter pour trouver le bonheur avec une femme plus jeune et plus maniable. Elle ne pouvait pas gagner, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas atteindre ses enfants. La punition n'était pas l'internement, c'était la complétude de l'effacement. On lui retirait son passé, son présent et son nom. La Craig House occupait 43 acres dominant l'Hudson à Beacon, dans l'État de New York. Le bâtiment principal était un ancien domaine de l'âge d'or, une architecture qui transpirait la permanence, l'autorité et ce poids rassurant des institutions qui se croient inévitables. Les jardins étaient entretenus avec une ferveur maniaque, des tulipes au printemps, des plantations formelles, un belvédère visible depuis les fenêtres supérieures et le ruban gris de l'Hudson au loin. De l'extérieur, sous un certain angle, on aurait pu croire à une maison de campagne aristocratique. De l'intérieur, c'était une usine à silence. L'odeur était celle de l'institution. La nourriture trop cuite d'une cuisine servant des centaines de bouches à heure fixe, la cire à parquet mêlée d'un parfum floral entêtant qui échouait lamentablement à masquer l'odeur âcre de l'antiseptique. C'était la neutralité spécifique des couloirs nettoyés quotidiennement mais habités sans relâche. Une odeur qui n'est ni celle d'un foyer ni celle du grand air, mais celle d'un intérieur sous haute surveillance. Les sons étaient eux aussi programmés, les repas, les tournées de médicaments, les heures de visite. Chaque instant était délimité, contrôlé, confisqué. À la Craig House, votre journée ne vous appartenait plus. C'est là que réside la violence fondamentale de l'institutionnalisation, celle que l'on oublie derrière les récits d'abus spectaculaires, la perte de la micro-souveraineté de la vie ordinaire. France avait dirigé des maisons entières. Elle avait commandé du personnel, fixé des horaires, pris des milliers de décisions qui constituent la texture d'une existence autonome. Ici,
Tout était administré pour elle par des gens qui détenaient les clés de sa cellule. France avait de l'argent. Ce détail mérite qu'on s'y attarde, car il complexifie le récit trop simple de l'impuissance. Elle n'était pas démunie. L'héritage des Ford et des Seymour était substantiel, protégé par des montages financiers qu'Henry Fonda ne contrôlait pas. En théorie, elle avait la capacité financière d'engager les meilleurs avocats, de contester le divorce avec acharnement, de se battre pied à pied. Mais l'argent ne peut rien contre un cadre institutionnel qui vous a déjà classifié. Elle était une patiente. Le simple fait de son admission avait créé une condition où l'exercice de sa propre volonté était interprété comme une preuve d'instabilité. Si elle exigeait sa libération, c'était de la résistance. Si elle contestait les termes du divorce, c'était de l'agitation. Si elle exprimait sa colère, c'était un symptôme. L'institution avait transformé sa survie en sa propre justification clinique. Elle était riche, certes, mais elle était prisonnière d'une définition dont elle ne pourrait jamais s'échapper. À 3 heures de route de la cellule capitonnée de Frances, le monde continuait de tourner sur l'axe du mensonge. Jane, 12 ans, et Peter, 10 ans, vivaient dans une fiction scriptée par leur père, une mise en scène où maman était simplement fatiguée, où maman se reposait, où maman reviendrait bientôt. Henry Fonda ne se contentait pas de mentir à ses enfants. Il gérait des stocks de silence. Ce n'était pas une protection pour les petits, c'était une extension raffinée de la torture infligée à Frances. En privant son épouse de la seule force capable de la maintenir à flot, l'amour inconditionnel de ses enfants, Henry coupait les dernières amarres. France, dont l'intelligence restait une lame trop affûtée pour son propre bien, comprenait la manœuvre. Elle savait que même ses enfants avaient été administrés, évacués de sa vie comme des témoins gênants, que l'on éloigne d'une scène de crime. Les visites se firent rares, s'espaçant avec la régularité d'un pouls qui faiblit. Ses filles aînées, issues de son premier mariage, venaient quand l'emploi du temps le permettait. Un frère, quelques rares amis de New York. Mais ces rencontres étaient étouffées par l'architecture même de la Craig House. On ne se voit pas à l'asile, on s'observe à travers le prisme des horaires de bureau, sous le regard clinique d'un personnel qui compte les minutes. Entre ces visites, les jours s'aplatissaient. C'est la violence invisible de l'institution. Le temps ne coule plus, il stagne. Le mardi est le jumeau du jeudi. Le même couloir, la même fenêtre sur l'Hudson. Le même plateau repas arrivant à la même seconde, avec la même odeur de cire industrielle. Quelque chose finit par céder dans le rapport d'un être humain à son propre futur. L'avenir n'est plus une destination, c'est juste un surplus de présent. Une continuation sans but. France Ford Seymour avait dirigé des empires domestiques. Elle avait commandé des armées de serviteurs, décidé de la texture de chaque minute de sa vie, navigué dans les contraintes de son rang avec une souveraineté constante. À la Craig House, cette autonomie avait été confisquée et remplacée par un calendrier de fer imposé par des gens qui, en fin de compte, répondaient à celui qui signait les chèques. Henry, le personnel soignant, dont la survie professionnelle dépendait de leur docilité envers les familles fortunées, avait appris l'art de ne pas poser de questions. On ne demande pas comment une femme aussi lucide a pu finir derrière ces murs. On se contente de vérifier que la porte est bien fermée. Fin mars 1950, le printemps éclatait sur la vallée de l'Hudson avec une indifférence insultante. France, assise près de sa fenêtre, regardait la vie renaître dehors tandis qu'elle recevait les papiers du divorce. Le message était définitif. Henry ne viendrait pas. Personne ne viendrait inverser le cours des choses. À New York, Henry répétait ses répliques, l'esprit déjà tourné vers les projecteurs. Suzanne Blanchard l'attendait dans la fraîcheur de sa jeunesse. Ses enfants, à l'école, apprenaient une version édulcorée de leur propre histoire. L'isolement total, ce n'est pas l'absence de gens, c'est la présence de murs physiques, légaux, sociaux, qui garantissent que personne ne pourra vous atteindre à temps. Dans les semaines qui suivirent l'arrivée des documents de divorce, le corps de France commença à traduire ce que son esprit ne pouvait plus supporter. Elle se détériorait à vue d'œil. Ce n'était pas une chute brutale, mais une érosion méticuleuse. Elle perdit un poids considérable, un amaigrissement qui redessinait la structure même de son visage, tendant la peau sur les os, rendant ses yeux immenses et tragiquement exposés. Elle, qui avait toujours été mince, devint décharnée. Son propre corps se dévorait lui-même, comme si elle avait cessé de considérer sa propre continuation comme une priorité. Le personnel nota le changement. C'était écrit noir sur blanc dans les rapports quotidiens. Mais dans une institution conçue pour faire taire les femmes, une femme qui s'efface physiquement est simplement une patiente qui cesse de faire du bruit.
On la regardait disparaître. Et pourtant, personne ne semblait s'inquiéter de ce qui se préparait dans l'ombre de ce silence. Quelque chose de plus tranchant que le mépris d'Henry attendait son heure. Elle a cessé de se battre, mais personne ne s'en est aperçu. C'est là que réside l'horreur la plus pure de Craig House. Frances Ford Seymour a commencé à disparaître bien avant que le métal ne touche sa peau. Elle n'a pas crié, elle n'a pas renversé de meubles, elle n'a pas mis en scène un refus spectaculaire des programmes thérapeutiques. Elle était trop bien éduquée pour cela. 42 ans de dressage social lui avaient appris que la dignité est la dernière ligne de défense. Elle assistait aux séances, elle s'asseyait sur les chaises inconfortables, elle répondait aux questions des psychiatres avec une précision glaciale. Elle offrait au monde l'image d'une femme triste mais présente, brisée mais coopérative. C'est l'effondrement le plus terrifiant qui soit, celui qui ressemble à de la prestance. L'automate continuait de fonctionner, mais la femme qui l'habitait avait déjà déserté les lieux. La réalisation finale n'a pas été un éclair de génie, mais un silence de plomb. C'est le calme qui survient quand on comprend que le bruit ne sert plus à rien. France avait lutté, à sa manière, dans les limites étroites de sa cage. Elle avait hurlé sa vérité, et cette vérité avait été transformée en diagnostic. Son honnêteté avait justifié son internement. Sa détresse avait alimenté les dossiers qui prouvaient son instabilité. Elle avait atteint cette clarté terrible qui n'appartient qu'à ceux qui ont épuisé l'espoir. Ce n'était pas du désespoir théâtral. C'était une constatation technique. Elle avait compris que la machine de guerre déployée par Henry Fonda ne ferait jamais marche arrière. Il n'y aurait pas de remords, il n'y aurait pas de compassion. Henry avait démontré, avec une régularité de métronome, que ses émotions ne faisaient pas partie de son répertoire privé. L'institution ne la laisserait jamais sortir dans un monde où sa parole pourrait rivaliser avec celle de l'idole nationale. Ses enfants ne connaîtraient jamais la vérité par la bouche de leur père. Elle comprenait qu'une fois ce divorce prononcé, elle ne serait plus qu'une note de bas de page, la première épouse malheureuse, le déchet encombrant d'un passé que le grand Henry Fonda s'empresserait d'oublier dans les bras d'une femme plus jeune, plus fraîche, plus malléable. Elle ne pouvait pas gagner, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas toucher ses enfants. L'effacement était complet. Le 14 avril 1950, au matin, Frances Ford Seymour a repris le contrôle de la seule chose qu'Henry n'avait pas encore totalement administrée, son sang. Elle a utilisé ce rasoir de sûreté, cet objet anonyme oublié sur un rebord, pour se trancher la gorge. Elle a été trouvée, elle a été soignée, mais la volonté de mourir était plus forte que la médecine de Beacon. Elle a expiré ce matin-là, à 42 ans, dans le silence stérile de la Craig House. À 3 heures de là, à New York, Henry Fonda était en répétition. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est le résumé parfait de la géométrie de leur vie. Il continuait, elle finissait. La distance entre ces deux points avait été construite avec un tel soin que sa mort ne lui parvint que sous la forme d'une notification administrative. Un appel téléphonique, une nouvelle, un dossier classé. Elle est morte comme elle avait vécu ces derniers mois, seule, contenue, sa réalité gérée par des gens qui répondaient à un autre qu'elle. 8 mois. C'est le temps qu'il a fallu à Henry pour transformer le deuil en marketing. Le 28 décembre 1950, il épousait Suzanne Blanchard. Il avait 45 ans, elle en avait 23. La cérémonie fut un sommet de l'establishment théâtral new-yorkais. Oscar Hammerstein II était là, bénissant l'union du prestige et de la jeunesse. La presse a couvert l'événement avec une chaleur écœurante, présentant ces noces comme un nouveau départ. Personne n'a mentionné le sang séché sur le carrelage de la Craig House. Personne n'a posé de questions sur la femme qui, moins d'1 an auparavant, occupait encore la place de la mariée. On célébrait la vie, on célébrait la réussite, on célébrait le héros qui avait enfin trouvé le bonheur après tant d'épreuves. Jane Fonda avait 13 ans le jour du mariage de son père. On lui avait raconté que sa mère était morte d'une crise cardiaque. Un mensonge propre, sans aspérité, qui permettait à Henry de briller sans l'ombre d'un reproche. Elle se tenait là, à cette cérémonie, regardant son père épouser une femme qui n'avait que 9 ans de plus qu'elle, ignorant tout du massacre psychologique qui avait précédé ce jour de fête. La vérité n'est pas venue de sa famille. Elle est venue d'un magazine de cinéma, feuilleté dans la chambre d'une amie d'école. Les pages glacées d'une publication de Potin lui ont appris, entre 2 publicités pour du savon, que sa mère s'était suicidée dans un asile psychiatrique, que sa mère s'était tranché la gorge,
que la crise cardiaque n'était qu'un script écrit par son père pour sa propre convenance. Jane a décrit plus tard le coût de cette révélation. Une dissociation profonde. Des décennies passées à essayer de reconstruire l'image de Franz à travers les décombres du mensonge paternel. Ce fut le second effacement de Franz Ford Seymour. Henry n'avait pas seulement pris sa vie, il avait volé sa mort en la transformant en une fiction confortable. Le témoin silencieux, ce rasoir de sûreté, a disparu depuis longtemps. La Craig House a peu être changée de nom ou de fonction, mais l'écho de ce qui s'est passé entre ces murs demeure. On nous apprend à admirer les icônes, à respecter la stature des hommes qui ont bâti l'image de l'Amérique. Mais derrière chaque monument, il y a souvent un corps enterré dans les fondations. Henry Fonda était un immense acteur. C'était aussi un homme qui a utilisé la loi, la médecine et le silence pour broyer la mère de ses enfants lorsqu'elle est devenue un obstacle à son désir. Franz Ford Seymour n'était pas une tragédie. Elle était une victime d'une efficacité administrative absolue. Aujourd'hui, on ne se contente pas de dire son nom. On dénonce le mécanisme qui a tenté de l'étouffer. Car le plus grand crime de l'histoire n'est pas seulement de tuer, c'est de faire croire que la victime n'a jamais existé. Peter Fonda portait en lui la même blessure, une hémorragie interne qui ne s'est jamais refermée. Les deux enfants ont passé la majeure partie de leur vie d'adulte à tenter de déminer le terrain dévasté de leur enfance, cherchant désespérément la vérité qu'on leur avait volée. Ils ont fini par parler, par briser le sceau du silence, mais leur père, lui, ne l'a jamais fait. Les mémoires posthumes d'Henry Fonda, publiées en 1981, abordent le cas de Frances avec la précision d'un orfèvre de l'oubli. Le langage y est soigneusement pesé, construit pour suggérer le regret sans jamais accepter la responsabilité. Elle était instable. Le mariage était difficile. Il avait fait ce qu'il avait pu. Ce sont les phrases d'un homme qui a répété sa version pendant 30 ans jusqu'à ce qu'elle ne lui coûte plus rien. Le livre ne mentionne pas l'avocat envoyé comme un huissier dans une chambre d'asile. Il ignore le calendrier macabre du divorce. Il passe sous silence le fait que sa propre fille a découvert la vérité dans un canard de presse parce qu'il lui avait menti les yeux dans les yeux. Il se contente de dire « Elle souffrait, j'ai essayé, c'était dur ». La Craig House a déclaré le décès comme l'exige la loi, et le dossier a été classé. Aucune enquête sur les circonstances de son internement, aucune question sur le timing de la procédure de divorce, aucune critique sur la surveillance défaillante de ces dernières semaines. Une femme était morte dans un hôpital psychiatrique, une blessure auto-infligée, un historique médical chargé. C'étaient les faits. Mais les faits ne comprenaient pas la question de savoir comment elle en était arrivée là. Les faits ne comprenaient pas Henry Fonda. Aucun coupable n'a été nommé. L'acte d'accusation systémique est pourtant limpide. Ce qui est arrivé à Frances Ford Seymour n'était pas l'acte isolé d'un homme exceptionnellement cruel. C'était un système qui fonctionnait exactement comme prévu. Dans l'Amérique du milieu du siècle, les hommes riches disposaient d'une panoplie d'outils redoutables, des institutions psychiatriques privées complaisantes, des cadres juridiques conçus par et pour eux, et cette autorité narrative que confère une réputation masculine sans tache. Cela leur permettait de gérer les épouses encombrantes avec une impunité totale. L'enfermer, divorcer, contrôler le récit, avancer. Le système fournissait tout le nécessaire. Le système ne posait aucune question. Le système enregistrait un résultat, jamais un crime, avant de voir comment cette impunité s'est transformée en une apothéose hollywoodienne sur la tombe de Frances. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. Le modèle est toujours lisible aujourd'hui. Changer l'institution, changer la décennie, la structure demeure identique. D'un côté, une personne dotée d'un pouvoir institutionnel. De l'autre, une personne qui n'en a aucun. D'un côté, celui qui a le privilège de définir la réalité. De l'autre, celle dont la version des faits est classée comme peu fiable. L'un avance, l'autre reste sur le carreau. Le mécanisme est immuable. La réputation d'Henry Fonda n'a pas seulement survécu, elle a fleuri. Il a travaillé pendant 30 ans de plus, recevant les honneurs du Kennedy Center, célébré par une industrie et une culture qui l'ont regardé jouer la décence américaine pendant 4 décennies, comme s'il était devenu le personnage qu'il incarnait. Le point culminant de cette ironie tragique survint en 1982, l'année de sa mort, lorsqu'il remporta l'Oscar pour La Maison du Lac. Et c'est Jane, la fille à qui il avait menti, la fille qui avait passé sa vie à essayer de reconstruire l'image de cette mère effacée, qui a accepté le prix en son nom, parce qu'il était trop malade pour assister à la cérémonie. L'image qui persiste est celle d'un grand acteur,
d'une figure de sérieux moral, d'un homme d'intégrité. On ne voit pas l'homme qui envoie des avocats. On ne voit pas l'homme qui divorce pour cruauté mentale d'une femme qu'il a lui-même fait interner. On ne voit pas le père qui raconte à sa petite fille de 12 ans que sa mère a succombé à une crise cardiaque parce que la vérité dérangeait son plan de carrière. Frances Ford Seymour est restée une note de bas de page. Elle l'est devenue dès l'instant où Henry a décroché son téléphone pour appeler son juriste. Son nom, quand il apparaît, est toujours lié au sien. Une simple extension de son contexte. Première épouse d'Henry Fonda, mère de Jane et Peter, décédée en 1950, nous choisissons de terminer différemment. Frances Ford Seymour, née le 28 juillet 1908, morte le 14 avril 1950. Internée, abandonnée, effacée, le rasoir de la Craig House a peu être tranché sa gorge. Mais c'est le silence de marbre d'Henry Fonda qui a fini le travail. Une preuve que derrière chaque héros national se cache parfois le cadastre d'une infamie domestique parfaitement administrée. Le témoin silencieux est là, posé sur le rebord du lavabo de l'histoire, et il attend que l'on dise enfin son nom sans trembler.